ça devrait être pas mal. Alors, bonjour à tous. Hello, hello. Hello. Ah, ça fait un bout de temps que j'avais hâte de refaire les meet-up. Tous les mois, reprendre ça à un bon petit rythme pour se retrouver, parler des XR. Au programme aujourd'hui, on a pas mal de choses. Tout d'abord, il y a Fabio qui va vous parler de l'usage du WebXR dans le milieu de l'éducation. Et j'avoue que le projet sur lequel il a travaillé est plutôt stylé. On va pouvoir voir ça en détail. Ensuite, au choix, je pense qu'on va passer avec Thomas qui nous rejoint du coup de chez Microsoft pour parler de la dernière version de Babylon.js. Le mois dernier, on avait déjà David Catu qui nous avait présenté la précédente version. Et depuis, on a eu pas mal d'évolutions et j'ai hâte de voir ce qui est sorti. Et après, il y aura Alaric qui nous rejoindra un peu plus tard dans la soirée pour nous présenter du coup ReactXR et React Free Fiber. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est parfait. Allez, vendu. Fabio, la scène est à toi. Ok, merci. Oh. Je m'occupe de le mettre en place, t'inquiète pas. Ah, ok. Voici. Oh. C'est bon, la scène est à toi, vas-y, profite. Ok, ici c'est bon? Ah oui. Ok. Ok, est-ce que vous pouvez voir la présentation? Ça marche? Impeccable. Ça marche. Parfait. Super. Parfait, merci. Ok. Ouais, merci pour l'invitation, Arthur. Quand tu m'as invité, je me suis dit, OK, ça sera un grand défi pour moi de partager, parler en public en français. Ça sera mon première fois. Comme tu peux voir, mon français, c'est pas encore le mien, mais ouais, on va voir. OK, aujourd'hui, je vais vous montrer notre projet ici à l'EPFL à propos de la WebXR pour la recherche en biologie et chimie. Mais avant de vous montrer, je vais me présenter. Je m'appelle Fabio, je suis colombien. Je travaille ici à Lausanne, à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, à l'EPFL, en tant qu'ingénieur informatique. Ici, je travaille à le laboratoire de biomodélisation moléculaire où nous faisons des outils et des applications web pour la recherche en biologie et chimie. Et toutes notre applications sont web. Tout c'est open source et tout c'est web. Et la question que tout le monde nous demande, c'est pourquoi sur le web? Et la réponse... Avec ton partage d'écran. Pardon? Ton écran, partage d'écran, vite fait. Voilà, merci. Ça va? OK. Ouais, je l'ai remis sur l'écran. Ouais. Ah, OK. OK. Et que, oui, la question c'est pourquoi sur le web? Et la réponse est ouais, la web est partout. Tous les appareils électroniques que vous savez chez vous, je suis sûr qu'ils sont en ordinateur, pardon, un navigateur web. C'est surtout très important pour nous. Je suis colombien et mon collègue est argentin. Et tous les outils que nous faisons ici, nous voulons que ces outils sont accessibles à Latine-Amérique, l'Afrique et l'Asie et dans tout le monde. Pas seulement ici en Suisse, mais dans tout le monde. Et c'est plus facile de partager et de donner ces contenus 3D sur le web. Par exemple, dans les écoles là-bas, en Latine-Amérique, c'est très difficile d'avoir un casque vert. Ouais, c'est très cher là-bas. Mais si on fait les contenus sur le web, tous les étudiants peuvent accéder à ces contenus sur son téléphone portable, sur la tablette et sur laptop et tout ça. C'est très important pour nous de les faire sur la web.
Et on a commencé notre voyage sur le WebXR il y a 2 années avec ce projet qui s'appelle Molecular Web. C'est un site web pour étudier et enseigner la chimie et la biologie en utilisant de la réalité augmentée. Et comme c'est WebXR, c'est accessible et c'est compatible avec tous les ordinateurs, les téléphones et tablettes. L'idée, c'est d'imprimer un marqueur qui peut être un marqueur cube et un marqueur plan, comme l'image à droite. Et quand tu montres les marqueurs à la caméra de ton dispositif, la molécule ou les contenus 3D sera placé dessus les marqueurs. Et nous avons beaucoup d'activités, beaucoup de petites applications sur les sites Internet, sur les sites web, et pour enseigner différents concepts et différentes idées de la chimie et la biologie. Et toutes ces activités sont interactives. On a, par exemple, en 3D, simple 3D sur les navigateurs web, pour les ordinateurs, pour les téléphones, et aussi si vous ouvrez la page Internet sur le téléphone et il est compatible avec les WebXR API, vous pouvez voir les contenus 3D en mode de réalité augmentée. C'est compatible avec Android, Google Chrome et aussi iPhone et iPad avec Safari. Ça marche bien là-bas aussi. Et OK, je vais vous montrer comment ça marche. C'est mieux, non? Je vais montrer ici. OK. C'est Molecular Web, c'est le site d'Internet. On a beaucoup de différentes activités. On les appelle l'activité. Et chaque activité ou chaque mini-application, c'est dessiné pour différents concepts de la chimie ou la biologie. Cet site Internet, ce site web est disponible dans toutes ces langues. C'est anglais, français, allemand, italien, espagnol, 9 langues. C'est open source aussi. Et l'activité principale, l'application principale, c'est le kit de modélisation moléculaire virtuelle. Si vous rappelez, OK, ça marche pas. OK. Si vous rappelez ce modèle en 3D qu'on a dans l'école, en plastique, où vous pouvez créer votre molécule, tous les éléments et tout ça, mais c'est très limité parce que vous êtes limité par le nombre et quantité des éléments qui sont disponibles et pour les faire manuellement, ouais, c'est difficile, non? On a créé exactement ça, mais en réalité augmentée. Cette activité, c'est pour les marqueurs cubes. C'est un papier normal, vous seulement les imprimer et tout ça. C'est imprimé en 3D, mais c'est possible aussi en papier. Et ici, vous pouvez créer votre propre molécule en utilisant un fichier PDV qui, basiquement, c'est la coordonnée atomique, je pense. Oui, c'est coordonnées atomiques. Et vous pouvez aussi chercher dans une base de données qui est dans un institut aux États-Unis. Et aussi, on a beaucoup d'exemples prédéfinis. Ici, c'est différentes molécules, c'est tout ça. Je vais vous montrer, par exemple, les butanol, oui, et des marais ER. Et c'est ça. On peut voir les molécules sur les cubes et on peut les tourner et voir les molécules dans différents points de vue, dans différentes perspectives. Et on a aussi quelques options ici pour les mécaniques. On peut avoir attraction électrostatique, liaison d'hydrogène et aussi simuler un peu la température pour voir les mouvements et toutes les dynamiques de la molécule. Il y a augmenter. Mais comme vous pouvez voir, tous les liaisons, les bonds sont respectés. Ça marche comme en réalité. Et si on ajoute une autre molécule, je vais ajouter un autre butanol, parce que c'est un bon exemple pour la physique. Ici, je peux activer l'attraction électrostatique et les liaisons hydrogène et afficher le choc aussi. Oui. Et on peut voir comment
la traction et aussi un peu d'énergie sur le système. Il va réactionner à tout ça. Il y a beaucoup d'autres options ici, mais en général, c'est l'idée des kits de modélisation virtuelle. Il y a des autres exemples, par exemple les orbitales moléculaires. Ici, on doit utiliser l'autre marqueur. C'est pas plus simple, mais si vous faites comme ça, c'est perdu. Ça, c'est la raison pour laquelle nous utilisons les cubes dans notre activité. Et ici, non, c'est ici. Vous pouvez changer l'élément, c'est eau, oxygène aussi, et changer le nombre d'orbitales et comparer avec l'eau, par exemple, ici. Oui. Cette application web, toutes ces applications web, est utilisée par beaucoup d'étudiants et des enseignants dans tout le monde, plus de 2000 chaque mois, je pense. Et après d'avoir lancé en public, je pense, je ne sais pas si c'est comme ça que je devrais dire, mais oui. Et après, il avait beaucoup de professeurs et des enseignants qui nous ont écrit pour ajouter autre molécule sur les kits de modélisation virtuelle. Et nous sommes dit, OK, c'est trop. Et on va créer un autre outil où tout le monde peut créer ses propres scènes WebExa à partir de la coordonnée atomique ou des fichiers PDB, que c'est le fichier que tous les chimistes et les biologistes utilisent en son travail. Et l'idée, il s'appelle PDV2AR. L'idée, c'est qu'une fois que votre projet est configuré, on va vous envoyer 3 liens par email. Le premier, c'est pour voir la molécule dans la réalité augmentée avec les cubes, les marqués cubes. Un autre pour voir ou visualiser la molécule dans votre espace en utilisant des modèles Buer. Et finalement, un lien pour le WebExar, ou si vous avez un casque vert, vous pouvez l'ouvrir là-bas sur le navigateur web de le casque vert et vous pouvez manipuler votre molécule avec vos mains ou de contrôler si c'est le cas. Je vais vous montrer. Essentiellement, l'application détecte les molécules de PDV, analyse les chaînes de PDV. Et ici, l'utilisateur sélectionne les éléments qu'il souhaite visualiser et comment les représenter, la couleur, si c'est un clou ou pas. Et finalement, on crée un script de VMD, qui c'est une application pour la chimie. Si l'utilisateur est familiarisé avec ce script, il peut l'éditer, peut modifier si ça marche. Mais si pas, pas de souci, seulement ajoute un titre personnalisé et soumettre. On ne garde pas rien de données, seulement pour processer, créer les scènes de 3D et envoyer. C'est seulement ça. Et comme j'avais dit, 3 liens. Le premier, les marqués cubes. Ici, on peut tourner les cubes pour contrôler entièrement la vue de l'élément et utiliser les contrôles interactifs pour effectuer un zoom ou changer de caméra si possible dans les dispositifs. Aussi, c'est le modèle Buer. Ici, les utilisateurs peuvent visualiser les molécules en réalité augmentée sur l'espace sans marqueur et c'est compatible aussi avec Quick Look sur iPhone et iPad et sur les navigateurs web et les modèles 3D et aussi interactifs. Finalement, le mode VR où on peut visualiser, manipuler les molécules avec les mains ou des contrôleurs et aussi grâce à les WebExar et Input Profiles, c'est possible d'utiliser les contrôleurs. Comme c'est WebExar, ça marche bien sur les Oculus Quest, sur HTC Vive, Pico aussi, on a les testé dans
beaucoup de différentes classes vertes et ça marche bien dans tout ça. Les seulement requirements, c'est qu'il supporte le WebXR et c'est ça. Quand nous faisons ce projet l'année dernière, on a réalisé que le potentiel de la réalité virtuelle pour la recherche aussi c'est très important, pas seulement pour l'enseignement, mais aussi pour la recherche et le travail que mes collègues, par exemple, font dans tous les jours. Et c'est pour ça qu'on a commencé à développer, à créer des outils, pas seulement pour l'enseignement, mais aussi pour la recherche et la collaboration scientifique. Et nous avons créé cette application qui, voilà, c'est un bêta. Toujours, c'est pas toujours public, mais je vais vous montrer quelques vidéos, qu'est-ce qu'on a fait. L'idée, c'est d'aider les scientifiques et les professeurs et les chercheurs pour la collaboration en temps réel. Parce que la perspective en 3D de tous ces objets, et molécules, et ADN et tout ça, c'est très, très différent. C'est très riche d'avoir la possibilité de manipuler tous ces objets naturellement avec tes mains et avec les contrôleurs. L'expérience est c'est très bon et c'est meilleur si on les compare avec un écran traditionnel en 2D, c'est très différent de pouvoir manipuler tous ces contenus avec ton main. Et je vais vous montrer quelques vidéos. Non. Ok. Shit. Comment? C'est une première exploration qu'on a fait l'année dernière. Et ici, il y a des physiques pour les atomes, les atomes et les molécules. Et l'idée a été de comparer combien de temps est-ce qu'il a pris pour mon collègue pour déplacer les molécules dans un côté des nanotubes de carbone dans l'autre côté. Et ici, c'est 40 secondes, je pense, ou quelque chose comme ça. Mais sur l'écran traditionnel, c'est une application dans le software traditionnel, il a été 10 minutes ou quelque chose comme ça. Et c'est très, très difficile et pas naturellement. C'est compliqué. Aussi, on a testé ici, c'est pour le docking des protéines et les ADN. L'idée, c'est il s'appelle docking. Je ne sais pas quelque chose de la chimie et ça, mais on doit approximer l'une à l'autre dans une façon très spécifique et c'est dur de le faire dans l'écran de l'ordinateur. Il est pris quelques minutes et quelquefois, c'est pas encore possible. Mais en réalité virtuelle avec les mains, c'est très, très facile. Et c'est très naturel aussi. Et avec quelques démos, on a testé avec quelques scientifiques et quelques chercheurs ici en Suisse, à l'université. Et on a créé une application pour la discussion scientifique multi-user. C'est similaire à Mozilla Hubs, mais pour la science. Ici, l'idée, c'est que quelques scientifiques ou quelques personnes, chercheurs, partagent et discutent tous ces travaux, toutes les molécules, tous les éléments en 3D dans les autres personnes. C'est possible d'être dans le même espace, comme c'est le cas. Il a été à Berne, ici en Suisse, l'année dernière, dans une conférence où on a fait des lighting talks et des scientifiques ont partagé, ont expliqué son travail en 3D avec les autres personnes qui ont été dans les conférences. Mais en 3D, en réalité virtuelle, elle a été incroyable, une expérience incroyable parce que partager ce type de travail dans cette façon très immersive, c'est cool. Hein? Et c'est très utile pour eux aussi, pour partager son travail.
Et maintenant, nous sommes en train d'améliorer cette application et je suis en train d'ajouter les audios, les chaînes pour partager aussi la communication en audio aussi et ajouter des rooms pour avoir différentes séances en même temps. Mais oui. Et aussi, finalement, je vais vous montrer une dernière vidéo d'un test qu'on a fait aussi, mais en réalité mixte pour la chimie aussi, pour voir ces molécules avec physique et pour voir la dynamique de ces molécules dans quelques températures. Oui, c'est tout notre test qu'on a fait. Ouais. Et ce projet a été financé par le Fonds national suisse et la Fondation Hassler de Berne, ici en Suisse aussi. Et c'est open source, tout ce qu'on a fait, c'est open source. Et ce projet a été possible grâce à l'incroyable communauté de WebXR, et surtout 3JS et ARJS, qui sont les librairies qu'on a utilisées. Et finalement, ce projet a été porté par moi, Fabio, et Luciano, mon collègue, au laboratoire de modélisation moléculaire à l'EPFL. Et oui, c'est une petite photo d'un rendez-vous de l'équipe de travail des Molecular Web l'année dernière ici au Pléiade en Suisse. Et oui, oui, ce sont les liens pour si vous êtes intéressé de voir les codes, l'application et beaucoup d'autres choses qu'on a fait. Et aussi, suivez-nous. Nous sommes en train de partager sur Twitter tout ce qu'on a fait, tous les expériments, les vidéos, codes et beaucoup de choses. Et oui, c'est ça pour moi. Merci. Bravo. Félicitations. C'est superbe. Merci à Merci. toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bravo. Vous savez, Merci des à toi. questions? Oui. Oui, moi j'ai une question. Oui. Au niveau donc, du format PBD là, sur les molécules, Oui, c'est un format est-ce de qu'il molécules. existe est-ce qu'il existe un convertisseur, je sais pas, PBD vers GLB ou... Non, pas exactement. Nous avons je ne sais pas comment dire. Je l'ai fait en code. Je l'ai fait en code pour ça parce qu'il n'existe pas. Dans les kits de biomodélisation moléculaire, tous les éléments qu'on a vus sont créés procedurally. Je ne sais pas comment dire ça en français, désolé, mais en utilisant les sphères, les cylindres, des moteurs. C'est procédural. Je ne sais pas si c'est le mot en français aussi. Mais oui, c'est manuellement les convertissements entre PDV à G. Dans ces cas, c'est pour les renders seulement. Mais dans l'autre, oui, dans l'autre outil, PDV2AR, il y a une façon de faire la conversion, mais on doit créer un script de VMD, qui c'est une application pour la chimie. Et avec ce programme, on peut faire les renders sur Wavefront, OBJ, je ne sais pas comment dire. Et après, on peut faire la conversion à GLB, GLTF, et compresseur avec Draco et beaucoup d'autres choses. Ouais. Ouais, donc, C'est compliqué. donc rien d'open source ou de facile à utiliser, quoi. Ah oui, et si vous avez d'autres questions, dis-moi. Si je comprends bien, tu as fait ton propre importeur de fichiers pour gérer ce cas-là, c'est ça? Oui. Si je résume. Ok. Oui. On a créé presque tout parce qu'il n'avait rien fait. Surtout à propos de la chimie et des formats de PDV et tout ça. Il a été compliqué. Oui. Et c'est très cool parce qu'on a, pour aller
kit de modélisation moléculaire, la première version, on a utilisé tous les primitifs, les sphères, les cylindres et tout ça, normalement. Mais après qu'on a essayé de rendre molécules plus grandes, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup d'éléments sur les scènes et on a refactor tous les codes en utilisant des matrices instance mesh pour créer des molécules à partir des PDB aussi. Oui, Comme ça, vous étiez plus performant en termes de ressources. oui, gestion de ressources. exactement. C'est une grande différence, oui. Une grande différence, oui. Question, au niveau du mode de la réalité augmentée, c'était ARGS que vous avez utilisé? Oui, et ARGS pour la molecular web, où on utilise les cuves et les marqueurs, c'est ARGS, oui. Je le reconnais. Ah oui, non, c'est très cool. Hein. C'est facile d'utiliser parce que tu peux l'utiliser avec A-Frame et c'est très, très facile. Et aussi avec 3JS, c'est possible les deux options. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, technique plutôt, mais du coup, vous gérez comment la VR et l'AR sur Safari? Ouf, sur Safari, c'est compliqué. Les VR, j'aimerais de les voir. Mais je ne sais pas si ça serait possible. Mais pour les réalités augmentées, alors, ça va? Pour la réalité augmentée, avec Model Viewer, ça marche avec Quick Look. On utilise les mêmes moteurs de 3D, de réalité augmentée, de toutes les applications de l'écosystème d'Apple. Mais c'est dur parce que Safari ne supporte pas les WebXR. Et je pense que c'est un bloc pour tout l'écosystème, malheureusement. Ok, donc on a une navigation dégradée, enfin moins différente sur les périphériques Apple, du coup. Je présume que Oui. vous avez d'autres manières de visualiser le modèle. Non, Il malheureusement. n'y a pas de tracker, le tracker des cubes ou des... Ça marche Ah pas. oui, pour les traquer des cubes, oui, ça marche. Pour les traquer des D'accord. cubes, ça marche parce qu'ils n'utilisent pas les WebXR API. C'est seulement Ok. avec les Computer vision, caméras, les webcams, ouais. les caméras et un peu de vision, computer vision. Mhm. Et c'est ça. Un peu d'A-Frame et RGS et c'est ça. Mais pour les modes sans marqueur, ça ne marche pas. Mhm, ouais, bien Très sûr. facilement. Mais on peut faire quelque chose pour utiliser l'autre format qui c'est USDC ou Mhm. USDC. Z, ouais. Et avec avec ce format, ça marche. Aussi, dans les dernières versions des modèles Viewer, je pense que c'est possible aussi de créer en temps réel une version pour USDC, en temps réel sur les navigateurs. Il prend quelques temps, mais ça marche bien aussi. Oui. Mais par exemple, tous les labels, les labels, n'est-ce pas, qu'on ajoute sur les modèles 3D ne marchent pas à Safari aussi. Pour les façons qu'il fait les conversions, ouais. C'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est pour ça que je demandais si vous aviez trouvé une formule magique, mais il n'y en a pas. Ouais. Pas encore. Non, Il y a malheureusement, non. 3D, il y a variante 3D qui pourrait être une solution. Mais vous avez vu variante 3D ou pas? Non. Non, pas du tout. Tu peux poster le lien C'est, volontiers. ouais, attends, je vais partager. En fait, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une applet. Parce que sur iOS, tu peux avoir une applet qui s'ouvre. Et cette applet, c'est leur runtime où ils vont eux-mêmes exposer WebXR à leur façon. Mm. C'est leur façon de contourner les limitations d'Apple. Ouais, ils encapsulent, ouais. C'est une bonne idée ouais, pour contourner, c'est pas mal. Ouais. Leur pricing est plutôt intéressant à essayer, je pense que ça va vous plaisir. Eh ben, merci en tout cas, Fabio, pour cette présentation. C'était super intéressant. Merci à toi pour l'invitation. Merci. Merci. Non, et vous avez une plateforme super complète, super fonctionnelle.
C'est intéressant de voir Ok. comment est-ce que vous avez fait et plutôt beau travail. Merci. Au niveau du programme, maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer à Thomas, si tu es prêt, Ouais, ouais, ouais. si c'est bon pour toi. Ah bah super. Allez Thomas, la scène est à toi. Merci d'avoir parlé Sur de toi. l'estrade. Au revoir, Benjamin. Ok. Vous m'entendez? C'est bon? Ouais. Ok. Ouais, bien. Alors, je vais partager mon écran. Ok, et donc là, il faut que je fasse comme ça. On t'entend plus, Arthur. Pardon, excuse-moi. Je disais, là, tu as le déplace, tu peux l'avancer un peu plus en utilisant le scroll de la souris. Il faut que tu le colles contre l'image, c'est là que la zone de détection est présente. Ah, tourner en fait dans le même sens? Colle-le vers l'image. Alors, attends, faut que je me déplace. Ouais, il Je faut suis le sur pousser vers mon. le Je suis sur. Voilà. Alors là, utilise le scroll de la souris pour l'avancer un peu. Je suis sur mon laptop, c'est con, mais j'ai pas de. Bah, je le fais pour Ah, toi alors. ah, ok. Je te le fais. C'est bon. Parfait. Super, merci. Merci, merci. Alors, toc. Tu as masqué la petite barre qui est en bas. Je me mets en plein écran. Est-ce que vous voyez du coup une sorte de slide en plein écran? Ouais. C'est bon, Ouais. il y a juste bon une petite barre blanche que tu peux masquer comme ça tu seras des barres. Ça? Ça, tu veux dire? Clique sur masquer. Il y a un petit bouton hide. J'ai pas vu. Ok, ok. Hop, c'est bon. Bonjour à tous. Je suis très content d'être là, de découvrir cette communauté. C'est David qui, il y a quelques jours, m'a parlé de venir faire une présentation ici. Donc, bien sûr, j'ai accepté avec joie. Juste pour me présenter très, très rapidement, euh, je fais partie de l'équipe Babylone JS à Microsoft. On est un peu plus d'une dizaine à plein temps à développer, à maintenir le moteur, ce moteur 3D. Donc, qui existe depuis à peu près une dizaine d'années. C'est David qui était là la dernière fois qui l'a créé, un peu, on va dire comme un projet sur le côté. Puis le truc a pris de l'ampleur et maintenant on a une équipe dédiée à Microsoft, malgré que ce projet soit complètement open source. Et la raison derrière tout ça, c'est parce qu'il est utilisé en fait par plein de produits et plein de fonctionnalités de Microsoft. C'est un peu notre bouclier. En faisant ça, on s'assure qu'on puisse être tranquille à développer notre petit moteur 3D. Donc on fait les deux, surtout on développe le moteur et puis après on travaille avec des projets en interne pour les aider à implémenter en fait Babylone dans leurs différents projets, c'est SharePoint. Enfin, je pense que David a parlé de tout ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle version qu'on vient de lancer. Et donc, je suis le PM de l'équipe, donc le product manager de l'équipe. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle version, la version 6. David, le mois dernier, vous avez donné un peu une vue globale de Babylone. Il avait zoomé sur la partie WebXR en particulier. Là, moi, aujourd'hui, je vais juste me concentrer, entre guillemets, sur ce qu'on vient de lancer la semaine dernière, qui est cette version 6. Puis à la fin, j'ai quand même mis des petits exemples de WebXR, donc c'est pas lié à la 6, mais c'est des petits exemples que j'avais fait pour quand même rester dans le topic encore plus. Alors après, de toute manière, quand on fait de l'AR ou de la réalité augmentée ou immersive, on est, de toute manière, on finit par faire de la 3D, hein, avec avoir les molécules qu'on a vues juste avant. Donc voilà, les deux sont étroitement liés, on va dire. Alors, cette nouvelle version 6, la grosse nouveauté, c'est un nouveau moteur physique, qui n'est pas le nôtre, qui est le moteur de Avoc, pour ceux qui connaissent, qui est un des plus gros, un des plus utilisés, un des moteurs 3D les plus utilisés par les jeux triple A. Donc qui est vendu, c'est Microsoft qui avait racheté ça il y a quelques années. Donc voilà, cette équipe-là, elle maintient ce moteur qui est vendu aux différents studios de jeux. Et on les a contactés en disant, mais est-ce qu'on ne peut pas faire un truc? Et puis, eux, justement, ils étaient en train de se dire, bah oui, ça serait cool
de démocratiser un peu plus le moteur. Donc, on a travaillé avec eux pour rendre ça possible, mais c'est le slide d'après, je crois que je vais un petit peu trop vite. Là, c'est juste une overview, un aperçu. Donc, le moteur, la physique, c'est le plus gros truc de cette nouvelle version. Ensuite, il y a pas mal de choses qui ont été faites pour améliorer les performances. Bon, c'est toujours un peu c'est une course permanente, hein. On essaie toujours de faire mieux là-dessus. Donc, on verra de quoi on parle. Et puis, également des petites nouvelles fonctionnalités en termes de rendu 3D, de pouvoir faire de nouvelles choses plus visuellement réalistes ou de nouveaux effets, on va dire. Et puis, on a fini par des outils qui sont aussi à la disposition des développeurs 3D. Donc, le moteur 3D, donc Avoc, comme j'ai dit, on a bossé avec eux pour les aider à faire cette version Wasm. Donc, c'est le moteur qui est vendu au jeu, mais qui là est du coup dispo gratuitement et qui a des perfs qui sont incroyables par rapport aux moteurs qu'on avait avant, qui n'étaient pas non plus écrits par nous, hein. C'est des moteurs qu'on récupérait, on va dire, de la communauté. Donc, c'est Canon et IMO qu'on avait, .js. Et là, maintenant, on a ce moteur Avoc qui est beaucoup plus rapide. Voilà, ça peut aller jusqu'à 20 fois plus rapide, juste le même code, juste en changeant le moteur. Et puis après, le moteur offre aussi des fonctionnalités qui permettent d'aller encore plus loin en termes de performance. Donc voilà, en gros, on passe vraiment à un super moteur. Ça a été réutilisé d'ailleurs par d'autres frameworks 3D assez vite. Donc je vais même, vu que j'ai partagé mon écran, je pense que ça va être facile de faire la petite démo, Playroom. Voilà, ça c'est une démo, c'est un lien qui est sur le site, donc qu'a fait l'équipe rapidement pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Et là, ce qui est intéressant, c'est la quantité d'éléments, hein, parce que la physique, pour le coup, ça tourne sur le CPU, et on est assez vite limité quand même en nombre d'éléments qu'on peut afficher avec de la physique. Et donc là, bah, bon, le jeu, voilà, c'est de détruire de faire tomber le plus de choses. Bon, là, j'ai fait un truc où il y a une réaction en chaîne en plus, donc il y a plein de points. Voilà, mais c'est juste cette petite démo si vous voulez voir et jouer un petit peu avec pour comprendre ce qu'on peut faire avec la 3D. Là, je reviens sur la slide. Démo, alors voilà, il y a une nouvelle API, mais bon, je sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent. Il y avait une première API physique, et là, pour offrir les nouvelles fonctionnalités qui sont proposées par Avoc, il y a une nouvelle API en fait plus riche qui a été donc refaite. Tout à l'heure, je parlais des performances. Là, c'est du pure performance sur le moteur 3D. En fait, historiquement, David, quand il a développé Babylone, il a eu une chose en tête, c'était la simplicité et la compatibilité, comment on dit en français, je vais faire Jean-Claude Van Damme, la backward compatibilité, compatibilité ascendante? Non, je sais pas. Bon, vous me comprenez, donc compatible avec les versions d'avant. Et ça, c'est un gros problème souvent, c'est-à-dire on développe un truc et puis quand 2 ans après, 6 mois après, on revient dessus avec la dernière version du framework, et ben ça marche plus. Et donc si on maintient une application, c'est compliqué d'avoir d'un côté de nouvelles fonctionnalités, les bug fixes, et en même temps, bah, il faut aller fixer les choses qui ont été cassées. Donc tout le temps, l'équipe, quand ils implémentent de nouvelles fonctionnalités, quand il faut évoluer le moteur, la priorité numéro 1, c'est s'assurer qu'on est backward compatible, donc que ça marche. Tout ce qui marchait avant continue à marcher. Il y a quelques rares exceptions qui sont documentées, mais c'est vraiment un truc qui est au cœur de la philosophie de développement. Donc ça prend un peu plus de temps, c'est plus compliqué, c'est gênant. On aimerait bien oublier les vieux trucs des fois, mais c'est super important en tant qu'utilisateur, enfin en tant que développeur qui utilise le framework. Par contre, et la simplicité, c'est-à-dire que bon ben le framework fait plein de choses pour le développeur lorsqu'il va, par exemple, pour lancer une scène en mode immersif, c'est une ligne, et puis il y a des helpers qui créent tout ce qu'il faut, et on se retrouve automatiquement en XR, par exemple. Mais ça a des contraintes, ça a des contraintes en termes de performance parfois.
Donc, dans certains cas, certains utilisateurs veulent pouvoir aller plus loin encore. Et on s'est dit, bah voilà, enfin, c'est David qui s'est dit ça. Un jour, il a eu cette idée en se disant, mais attends, je peux aussi ouvrir, donner plus de liberté. Du coup, il y a différents modes, hein. Donc, c'est Performance Priority Mode 1, 2 ou 3. Et bon, intermédiaire et agressif, c'est à peu près la même chose. C'est juste, on peut juste faire plus de choses en agressif. C'est des choses qu'on fait à la main, en fait. Donc, il a désactivé des choses qui se font automatiquement et que le développeur peut, lui, du coup, gérer à la main. Ça, c'est un peu plus de travail, mais ça peut donner plus de performance, jusqu'à 50%, voire des fois un peu plus. Voilà, donc ça, c'est meilleur perf. En termes de fonctionnalité, là, c'est un petit truc sympa qui a été fait par un gars de l'équipe. Alors, c'est pas de la simulation de fluide. Il faut prendre un algo de simulation, mais après, il faut faire le rendu de ce fluide. Donc, c'est ça qui est fait. C'est une méthode qui est connue. Voilà, j'ai mis un lien vers le papier là, et ça utilise les systèmes de particules, qui sont une fonctionnalité qui est déjà présente dans le moteur. Et en gros, il faut un algo qui donne la position qui transforme, enfin, qui exprime le fluide sous forme de position de particules, et tout ça est rendu. Voilà, là, je crois que j'avais préparé une petite démo aussi pour montrer ce que ça donne. Alors, celle-là, je peux la fermer. Voilà, c'est celui-là. Donc voilà, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un truc voilà, qui tourne à 30 fps sans problème, et qui, on va dire, est assez réaliste. Alors, on voit quand même que c'est pas de l'eau, hein, mais ça permet de faire une première approximation, en fait, de rendu fluide. Voilà, hop. On peut faire des petits jeux sympas, par exemple, avec ça. Voilà. Et on verra qu'on peut aller beaucoup plus loin avec WebGPU. Ça, c'est en WebGL. Hop, je reviens ici. Une autre fonctionnalité, c'est le Screen Space Reflection. Alors là, c'est si vous regardez sur la route, vous voyez c'était cet aspect, cette réflexion en fait. Donc voilà, c'était en imaginant qu'il y avait une couche d'eau parfaitement avec zéro vent qui reflète parfaitement. C'est peut-être pas l'effet qu'on veut. Là, c'était juste un petit exemple fait vite fait sur une scène qu'on avait. Et en fait, ça existait avant, mais c'était pas aussi performant. Et puis ça marchait pas toujours aussi bien. Donc là, ça a été refait d'une manière différente, où utiliser un post-process et fait directement dans le pipeline de rendu. Alors, on peut voir, attends, je crois que je l'ai aussi celui-là en démo. Là, hop, toc. Voilà, c'est mieux de voir la démo. Donc là, il avait dû montrer, David, hein, ça c'est ce qu'on appelle le playground. Donc juste cette URL, c'est un morceau de code là. Et puis tout ça, ça s'exécute à gauche, hein. Donc, c'est le code qui suffit pour exécuter ce qu'on voit à droite, pardon. Voilà, et là par exemple, on voit en fait, ça marche assez bien parce que ça utilise déjà toutes les infos de rendu. La scène, elle a dû être rendue. Et ça utilise cette info pour faire la réflexion. Donc il y a le calcul qui est cher, il n'est fait qu'une fois. Par contre, il y a une limitation, c'est que les choses qui n'ont pas dû être rendues, bah, ne sont pas rendues. Et typiquement, là, si vous regardez sous la voiture, bah, dans la vraie vie, on devrait voir le dessous de la voiture. Mais comme il n'a pas été rendu, on le voit pas. Voilà, il y a toujours des petites limitations. Les moteurs 3D en temps réel, la difficulté, c'est toujours trouver des feintes pour essayer de faire les choses qui sont le plus belles possible, tout en étant le moins cher possible. Parce que sur le web, on est limité, on peut pas faire du ray tracing, bien sûr, hein, on est monothread, donc pas de multithread, donc jusqu'à ce que ça soit résolu, on a quand même des limitations, et il y a des compromis. Voilà, vous devez reconnaître cette petite scène qui existe depuis un petit moment d'ailleurs chez nous. Voilà, je reviens, j'étais là, ici même. Alors ça, c'est complètement différent. Hop. C'est en termes d'accessibilité, lorsqu'on fait du WebGL, donc c'est un canvas. Et le canvas, il est quelque part, c'est une boîte noire pour les screen readers qui voient uniquement le DOM. Et donc, sauf que le développeur doit lui-même implémenter en fait l'accessibilité. Donc, on a voulu rendre ça un peu plus facile pour le développeur. Si
quand ils veulent rendre leur site, leur expérience plus accessible. Donc là, en fait, ce que ça fait, c'est qu'automatiquement, ça va créer une sorte de jumeau, un élément jumeau dans le DOM, un élément jumeau d'une partie de votre scène. Donc ça, c'est pas tous les nœuds qui sont faits automatiquement, mais lorsqu'on veut qu'un nœud soit vu, parce qu'on veut pas surcharger le screen reader, donc pour les éléments qu'on veut rendre visibles, bah, il suffit de le signaler dans son code avec une sorte de tag spécial et automatiquement, ça va créer un élément jumeau qui sera vu visible par le screen reader. Donc, il pourra du coup lire et on met le texte. Et donc, ça pourra dire, bah voilà, là, on voit une hache, telle couleur, etc. Et puis, c'est aussi connecté avec l'Action Manager. Donc, bien sûr, quand on a pour ceux qui ont des problèmes de vision, les personnes qui ont des problèmes de vision, bah, ils n'utilisent pas la souris, donc c'est tout au clavier. Donc il y a un travail aussi de mapping qui est fait avec le clavier pour, euh, pour pouvoir rendre la scène active. Donc lorsque il va cliquer sur Next, sur le petit point, et ben là on peut aussi connecter cette action et la transcrire de manière lisible par un screen reader, un lecteur d'écran, j'imagine. Voilà, autre sujet, on parlait tout à l'heure de GLB, GLTF. Voilà, bah, c'est un standard qui continue d'évoluer, qui a, sur les 2 dernières années, qui a beaucoup évolué sur la partie PBR. Donc, le réalisme visuel, hein, en rajoutant de nouvelles extensions. Donc là, les dernières qui ont été ajoutées, c'était sur l'iridescence, vous voyez, sur ce reflet là sur la lampe ou sur des gouttes d'huile ou des choses comme ça. Voilà, ça a été implémenté. Donc nous, on travaille directement, enfin les développeurs travaillent directement avec le groupe qui fait la standardisation pour qu'on puisse tester, donner du feedback, donner des retours et puis rendre ça assez rapidement disponible. Donc voilà, on est toujours à jour. Là, c'est les trucs sur lesquels on bosse. Alors ça, c'est une grande étape, hein, la dernière. C'est tout ce qui est behavior en anglais, donc les comportements et les scènes complexes. Aujourd'hui, principalement, on parle d'un objet, mais lorsqu'on va parler euh, de commerce 3D ou d'environnement métaverse, on veut une scène complète en fait, avec plusieurs objets. Ce qu'on peut faire en GLTF, mais on va dire, là, c'est vraiment essayer de repenser les choses pour pouvoir gérer des scènes complexes avec plusieurs objets à l'intérieur et des comportements sur chacun de ces objets. Donc, imaginez, je sais pas moi, un bouton qui fait allumer la lumière, qui fait ouvrir la porte, un canapé qui s'ouvre et qui se ferme, des choses comme ça. Euh, donc voilà, il y a toute une réflexion qui est faite là-dessus et on fait partie de ça aussi pour implémenter. Il y a une première version, ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille là-dessus, enfin que le groupe travaille là-dessus. Et il devrait y avoir, là, les specs sont en train d'être écrites maintenant. C'était très compliqué et long de se mettre d'accord. Mais en même temps, c'est ça l'idée, c'est que chacun donne un peu son avis. Et puis nous, une fois que les gens sont d'accord, eh ben, on l'implémente dans le moteur. Donc ça devrait arriver, on va dire, dans les 6 prochains mois. Et puis, pour, euh, pour finir, c'est quelque chose qui était déjà disponible depuis la dernière version, mais on a continué à affiner parce que le standard n'était pas encore finalisé. Et c'est WebGPU, donc l'évolution de WebGL, qui est beaucoup plus proche de la carte graphique et qui permet de faire beaucoup plus de choses. Une des choses principales, c'est les compute shaders. Donc aujourd'hui, si voulait utiliser la puissance du GPU, on était obligé de feinter un peu pour faire croire que on faisait de la 3D. Là maintenant, directement, on peut utiliser le GPU pour faire, bah là, c'est une simulation d'océan, donc ça n'a rien à voir avec la 3D. C'est vraiment de la pure simulation. Et après, cette simulation, elle est rendue en plus. Mais il y a tout le calcul voilà, ouais, il y a des dizaines de paramètres et on part d'un océan calme à un océan en pleine tempête avec le vent, la houle enfin, les hauteurs des vagues et tout ça. Donc ça, c'est une des principales nouveautés de WebGPU, c'est ces compute shaders qui sont très importants pour la science en particulier, tout ce qui est simulation. Et puis il y a aussi des performances qui peuvent être bien meilleures puisqu'on on peut grouper tous les appels à la carte au GPU.
et puis les faire exécuter tout ça une seule fois. On a le contrôle de ça en fait, alors que WebGL gérait un peu ça pour nous et du coup, c'était un peu plus compliqué. Et en utilisant cette nouvelle fonctionnalité, ça s'appelle les Render Bundle, et ben on a de notre côté la même scène qui peut être 10 fois plus rapide par rapport à WebGL2. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle vague qui vient à peine, hein, vague, c'est beaucoup de simulation d'eau, mais là, c'est une nouvelle tendance enfin, un nouvel standard qui vient d'être, je ne sais pas si vous avez suivi il y a quelques semaines, ça a été annoncé par Google, donc c'est où ça va être dans les semaines qui viennent par défaut dans Chrome. Et donc là, ben, tout de suite, c'est dispo sur beaucoup de PC, puis après sur Android. Donc, il faut attendre avant de targeter, de faire uniquement du web GPU, hein. Ça prendra beaucoup de temps pour être uniquement web GPU, mais on peut faire les deux en fait. Déjà aujourd'hui, commencer à regarder votre application et puis vous dire, bah voilà, est-ce que j'ai besoin d'avoir plus de PR, qu'est-ce que je peux faire? L'intérêt, c'est si c'est fait avec du Babylon, c'est qu'on encapsule tout ça. Donc en fait, votre code change pas. Et puis derrière, vous dites si vous voulez du web GPU, s'il est dispo, bah, ça va utiliser web GPU. Éventuellement, si vous voulez faire des optimisations, vous pouvez faire des optimisations à l'intérieur. Voilà, ça, c'est un gros truc dont on va entendre de plus en plus parler petit à petit à web GPU. Voilà, et juste pour finir, ça, c'est pas du tout lié à la 6, mais c'est des petites démos que j'avais faites il y a quelques temps. Une première, c'est sur l'image tracking. Alors, je vais aller le montrer là. Et bah, c'était ce que tu montrais dans ta session juste avant. Alors, je vais la mettre au début là. Je fais ça, voilà. Donc là, c'est de l'image tracking. Donc, c'est l'aspect de WebXR qui a été implémenté dans Babylon. Donc là, j'ai pris une image. Alors, il n'y a pas besoin qu'elle soit en couleur, hein. Il faut juste qu'en gros, il y ait des bons patterns en noir et blanc. Donc c'est juste coder cette petite image et puis j'ai mis un objet 3D dessus qu'on peut même animer. Donc voilà, un peu comme je montrais tout à l'heure, hein, quand on bouge, on va dire de manière raisonnable, ça va. Si on penche trop, au bout d'un moment, on le perd. Et puis après, bon, bah, ça fait des effets sympas parce que là, on dirait qu'il est dessus et que je le fais s'envoler, quoi. Alors que j'ai juste lancé l'animation, en fait. Euh, donc ça, c'est image tracking, ça a été montré juste avant. Autre chose, c'était, ah oui, ce guide. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés ou qui connaissent pas complètement. C'est un guide pour débuter, pour comprendre quand on part vraiment de zéro sur le e-commerce et la réalité augmentée, puis WebXR, donc faire des expériences de commerce en utilisant WebXR. Donc là, ça donne un peu un petit panorama en partant de très loin, en expliquant un petit peu tout, hein, les différents standards. Et puis il y a une petite démo là, où là l'idée c'est bah, je vais positionner ma chaise dans mon salon et puis je vais choisir la couleur qui va bien. Donc c'est les variants en commerce 3D, c'est un nouveau standard GLTF d'ailleurs. Voilà, et puis après on la lock. Bon, j'aurais pu ajouter des ombres pour que ça soit un peu plus réaliste. Là, j'ai juste posé l'objet, mais voilà, c'est un petit exemple qui est, on va dire, lié vraiment à la thématique du groupe. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. C'est super intéressant. Moi, j'ai une question au point de vue de Avoc. Avoc, Oui, c'est un engine qui est payant et privé, c'est ça? oui, oui. Mais du coup, comment ça se passe avec Babylon.js pour le côté open source? Alors donc c'est du Wasm, donc c'est pas open source. T'as pas accès au Hmm. code en fait du moteur. C'est pas c'est du C++ encapsulé quoi, hein, en Wasm, donc accessible en web. Mais par contre, c'est gratuit, c'est la grosse nouveauté. Et c'est la licence MIT, donc tu peux faire ce que tu veux avec. Euh, Ah, ouais, la donc ça limite, veut dire que si un autre projet veut utiliser le Wasm de Avoc, il peut aussi? ouais, Ou pas. ouais, ouais, Ah, d'accord, Ok, ok. donc c'est closed source mais gratuit à l'utilisation, quoi. ouais. Donc en gros,
même moteur qui est utilisé par les jeux AAA, mais qui est dispo gratuitement. Alors, il y a les limitations du web, c'est-à-dire il n'y a pas de multithreading. Donc, c'est pas le même moteur exactement en termes de puissance, puisqu'on est limité par le multithreading. Mais sinon, déjà le moteur, comme il est, c'est vraiment un moteur super pro, même sans multithreading, il est déjà beaucoup plus rapide. Donc, ouais, c'est dispo si tu fais une appli Babylon ou si tu fais une appli Three.js aussi, hein. D'accord, intéressant. Et ce moteur, il tourne, tu dis que c'est single thread, mais il tourne dans un worker, il tourne dans la main thread. Je ne sais pas. Je sais pas. Ouais. Je vais dire une bêtise. Ouais. Moi, j'irai voir le code. Je prends l'information. Du coup, la version 7. Quels sont les pronostics? Pardon? L'homme qui est trop intéressé. La version 7, c'est quoi la roadmap? Ah, pour la version 7, bon, on est à peine en train de regarder. Là, on a enfin, il y a des trucs qu'on continue. Quelque chose sur lequel qui vient de commencer, c'est autour du système d'animation. On va dire, c'est de l'ordre de l'amélioration. Comme il y a beaucoup d'applications autour des avatars en ce moment, on améliore un petit peu pour avoir des trucs qui manquaient pour les avatars. Donc euh, bon, je sais pas si je rentre dans les détails, mais c'est pouvoir combiner plusieurs animations blendées. En fait, quand on a on passe d'une animation à l'autre, on les blende donc pour que ce soit naturel de passer de la course à la marche, par exemple. Mais des fois, on veut blender plusieurs à la fois. Genre, tu es en train de parler, puis en même temps, tu cours, donc il faut mélanger tout ça en même temps. Ben, on ne pouvait pas faire plus que deux quand c'était des animations en groupe. Puis il y a voilà, des petites choses comme ça on va dire, pour améliorer le système d'animation pour les avatars, ça c'est un truc. ISM aussi, c'est quelque chose sur lequel, qui va être dedans, ce sera un gros truc. ISM, ISM, c'est tout ce qui est tree checking, ça vous dit quelque chose? Donc c'est en gros, si tu utilises toutes les fonctionnalités de Babylon, bah, tu prends tout le package, mais si tu n'utilises pas tout, tu peux vouloir prendre qu'une partie. Donc ça existe déjà aujourd'hui. Voilà, tu prends pas tout le moteur, tu prends qu'une partie. ISM, ça permet d'aller encore plus loin. C'est-à-dire que même aujourd'hui, alors au lieu de prendre le cœur du moteur, tu peux aussi rentrer encore plus en détail et choisir encore qu'une partie du cœur à terme. Donc ça pourrait être encore plus petit en fait, euh, à minima aujourd'hui. Donc ça, c'est pas sexy à faire, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Euh, voilà, ça c'est, ouais, on va dire que c'est les trucs là qui me sortent comme ça, si je dis ça. Euh, J'avais parlé d'avatar. Vous avez des formats d'avatar officiels chez Microsoft et sur Babylon.js? Non, c'est du JLB tout ça, hein. C'est GLTF. Ok. Ok. Ça Parce que là, utilise. on regarde un peu sur Ready Player Me et la VR, Ouais, par exemple. ouais. Ouais, c'est Ready Player Me. J'ai fait des petites démos avec Ready Player Me, même en web GPU d'ailleurs. Et du coup, Ok. ça allait un petit peu plus vite. Je prenais juste mon avatar web GPU, je regardais le nombre de frames et ça allait à peu près 2 fois plus vite. Parce qu'il y a quand même des choses qui doivent être recalculées. Donc on peut pas utiliser au maximum ce truc de render bundle où on minimise les allers-retours avec le GPU, mais enfin on les minimise quand même et on les minimise moins. Donc au lieu que ce soit x10 sur une scène plus statique, là c'était du x2. Mais bon, c'est toujours ça quoi. C'est quand même très impressionnant. Et là, tu avais fait une démo avec avec Serra au Camera Access. Ça- c'est facile à implémenter sur Babylon.js? Avec quoi, pardon? Avec Ready Player Me? Et toi, tu Non, dis pardon, avec quoi? Raw Camera Access, par exemple. Ah! Ah oui, 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 ça c'est. Ouais, oui, ça c'est. Enfin, c'est juste. T'as un helper en fait quand tu crées. Alors, est-ce que je peux trouver le code là? Je dois l'avoir là. Euh, Là, j'ai le code. Euh, Voilà, toute la démo elle tient là. Et en fait, tu démarres.
Tu as un helper, voilà. Tu as un helper en fait pour créer, tu dis, pour créer ton expérience WebXR et c'est lui qui fait tout en fait. C'est ça l'intérêt, c'est que le gars de chez nous là qui a implémenté WebXR dans Babylone, il fait tous les trucs automatiques, il les fait pour toi, puis tu donnes quelques options. Là, tu dis bah comme fonctionnalité, bah, je vais utiliser Image Tracking et hop, il te la rajoute et tu peux l'appeler après dans ton code. Mais, en gros, la partie XR, c'est ça, hein. Tout le reste, c'est de la 3D, quoi. Voilà, il y a la partie Image Tracking. Donc, il y a le code là dans le tweet, j'ai mis un lien et, vers le tweet et puis il y a le code si ça t'intéresse. Ah, c'est super, ouais. Autre question. Vous aviez pas apporté MRTK sur AppNGS récemment? Si, pour la version de l'année dernière, ouais. Ah, super. Il y a Martiquet aussi. Oui, j'ai pas du tout été exhaustif sur WebXR parce que David en avait parlé la T'inquiète, dernière fois, hein. Là, c'est juste c'est des ça. petites démos que j'avais fait moi-même quand j'avais voulu voilà, comprendre un peu comment ça marchait et je les ai mises là, quoi, hein, mais je suis pas du tout exhaustif. Mais justement, j'ai une question par rapport à ça parce que j'avais cru comprendre que Microsoft a arrêté de travailler sur MRTK Ouais. et, euh, et du coup, ça donne quoi par rapport à vous? Bah, nous, en fait, ça veut pas dire qu'ils ont à jeter ce qui existe, tu vois. Donc, bah, les applis, mais c'est juste plus. Euh, ils arrêtent de travailler dessus. Donc, bah, les gens qui ont développé des applis avec, ils peuvent continuer. Nous, de toute manière, c'était pour pouvoir, pouvoir utiliser MRT4 dans tes applications Babylone. Donc, c'est un peu pareil que si tu l'as développé en Unreal ou en Unity. Tu peux utiliser l'existant, mais en gros, c'est plus, vu que c'est discontinué, bon, voilà, je sais pas si c'est le meilleur truc pour faire aujourd'hui, quoi. On l'a pas jeté, c'est toujours là, hein. Regarde. Euh, alors, je voulais montrer WebXR, il a dû vous montrer ça, Pierre, David. Il y a tout sur WebXR. Voilà, là, vous aurez tout le détail de WebXR, avec toutes les démos et tout. Et puis, il doit y avoir un mertiquet quelque part. Voilà. Voilà. Donc là, il y a tout le détail aussi de. Il y a des trucs sympas, hein, donc aujourd'hui, on va dire, c'est encore à jour parce que c'est pas longtemps que ça a été arrêté. Après, dans 2 ans, ça sera peut-être dépassé. Ah, merci pour ça. Merci. De rien. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? J'ai pas encore le niveau pour poser des questions. Je prends des notes. Je débute là complètement. Donc, mais Ouais. non, c'était très intéressant. Merci. De rien. J'aurais peut-être une dernière question. Est-ce Ouais. que tu sais ce que ça donne l'exporteur Unity vers Babylon.js? Oui, alors il est maintenu il est pas maintenu par nous, il est maintenu par un gars de la communauté. Euh, tu peux le récupérer ici. Et c'est lui, il a créé ça il y a longtemps parce qu'il en avait besoin pour ses projets. Donc il est maintenu. Après, il n'est pas exhaustif, hein. Unity, évidemment, c'est un mastodonte. Donc c'est pas pour tout faire. Mais quand il y a des questions dessus, faut pas hésiter à aller sur le forum. Il se peut que j'aie un besoin là-dessus, donc peut-être que j'apporterai d'autres Ouais, sur le forum, ouais, tu poses ta question dessus et donc comme David a dit, on check hein, tous les jours, hein. Et si on ne sait pas répondre, ben, on va pinguer ce gars-là et puis il répondra normalement. Donc voilà, ça dépend en fait de ta scène, de ton objet, de ce que tu as fait en Unity et il essaie plus ou moins bien exporter grosso modo. D'accord. Bon, j'avais peur d'avoir du mal en français parce que
Je travaille que en anglais et j'ai appris la 3D en anglais. Bon, ça va. Bon, J'avais peur de faire une session Vandame, pas trop, ça va. il y a Céline qui Ouais, proposait même chose ici. rétrocompatibilité pour le backward compatibility. Ah, rétrocompatibilité, voilà. Rétrocompatibilité. Merci. Non, c'est cool, ça donne envie en tout cas, merci. Hein. Bah, de rien, c'est un plaisir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir sur le forum. On est tous les jours, une fois de plus, on est là. Donc, Cool. Je vais tester le web GPU du coup. J'attendais ouais, un peu, et puis là je pense que vous avez intégré la chose, ça me donne envie de tester. ouais, 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 c'est vraiment un nouveau mode, un nouveau monde qui s'ouvre là. Puis enfin, t'as plein d'exemples de simulation du coup, que tu peux, au lieu que ça tourne sur le CPU, ça tourne sur le GPU, donc ça. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que bon, je sais pas si tu peux répondre à cette question un peu technique, mais pourquoi le moteur physique ne tournerait pas en web GPU d'ailleurs? Est-ce que c'est une chose qu'on fait pas? Moi, je ne connais pas trop en moteur physique par contre. Ouais, c'est une très bonne question. Je voulais la poser, je l'ai pas posée, j'aurais dû, tu vois, parce que sinon j'aurais pu te répondre. Je pense que, à mon avis, c'est peut-être pas quelque chose qui peut facilement se paralléliser et tirer puissance du GPU, mais c'est un truc que je Ouais, dis c'est comme ça en possible. inventant, quoi. Non, c'est bien Euh, possible. Je me rappelle d'une époque où il y avait ça n'a pas duré longtemps, mais où il y avait des cartes physiques, des processeurs dédiés ah, au calcul physique, je sais pas si tu te rappelles. Il y avait le ouais. GPU, puis on ajoutait une deuxième carte qui n'était pas un GPU, mais qui était juste un physique GPU. Ah, Et ouais. qui n'a pas duré longtemps cette époque, je sais pas, quelques années, il me semble, puis c'est tombé un peu dans le truc. Maintenant, c'est tout le pros qui fait, donc je pense qu'effectivement, ça doit être ça la raison, mais Ouais. ça doit effectivement très difficilement paralysable. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ça doit être ça. Eh ben, merci encore. Bah, de rien. Oui, Alors, je merci. vais arrêter le partage. Vas-y. Hop, trompe de fenêtre. Hop. Share. Voilà, super. Merci à toi pour cette présentation. Et, Merci à vous. je vais pouvoir inviter la prochaine personne qui est présentée, Alaric. Merci de nous avoir rejoints. Vous voyez encore mon écran partagé ou pas? Attends 30 secondes, la caméra revient. Attends, désolé. Petit souci de caméra. Voilà, désolé pour le dérangement. J'ai eu juste un petit souci avec la caméra. Non, tu peux reprendre. Ok. Moi, je vais vous parler un petit peu de React Fiber, React XR et la communauté Point Mandress. Donc, c'est plus orienté débutant, je pense, parce que je suis loin d'être un expert WebXR. Même si je travaille régulièrement avec Three.js, au final, à chaque fois que j'ai fait des expériences WebXR, c'était un peu grâce à React Three.xr qui me permettait de faire abstraction un petit peu de toutes les connaissances nécessaires et de transformer mes scènes 3D habituelles, expérience 3D, en expérience VR pour le coup, sans trop de connaissances nécessaires et de choses comme ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas React Fiber, c'est je vais être sûrement un petit peu à côté sur les mots techniques, mais c'est alors, ça permet d'utiliser Three.js avec une syntaxe GSX
de React qui, selon on aime ou on n'aime pas, mais ça simplifie, je trouve, quand même beaucoup le code et surtout ça n'empêche pas de ça il y a beau avoir une certaine couche d'abstraction, on a tout ce qu'on peut faire en Three.js, on peut le refaire, on peut le faire dans React Treefiber. Ça, c'est un exemple très très basique où on a deux box qui sont, comme on voit, un mesh créé avec sa géométrie, son matériel. On peut y passer des petits paramètres et ça rend le tout beaucoup plus lisible, je trouve. Et ça permet à des gens qui démarrent un petit peu dans la 3D, qui veulent commencer doucement, de pouvoir créer des scènes avec des composants déjà prêts, de manière beaucoup plus simple que quand on commence pour la première fois à Three.js ou sûrement Babylon.js aussi, dès le début. Il y a toute une librairie, donc ils sont toutes dans la communauté .Dress, qui est un petit groupe de développeurs open source qui essaient de maintenir tout plein de librairies liées à l'écosystème React Treefiber, dont la plus grosse doit être justement Dre, qui permet d'avoir tout un tas de composants qui vont faciliter la création d'une scène, comme tous les contrôleurs de caméra, l'orbit control, des trucs plus entre first person, tout plein de choses comme ça. De ne pas avoir les comprendre soi-même. Si on prend sa scène, on met le composant dedans et on peut jouer avec, ajuster les contrôles. Par exemple, ici, je crois qu'il doit y avoir l'orbit control. C'est vraiment juste un composant à poser comme ça et la scène devient. On peut tourner à 360 dedans, zoomer, dézoomer. Ça enlève beaucoup de difficultés pour ceux qui démarrent et ça permet de se faire un petit peu les mains sur la techno. Alors ça a ses défauts quand même, parce que du coup, avec toute cette abstraction, si on voit pas forcément où sont où est-ce que ça va consommer un petit peu des performances, se demander pas mal de charge au CPU, des choses comme ça, et ça cache un petit peu les optimisations qu'on pourrait faire, notamment sur des systèmes d'instance, par exemple, où c'est génial, on peut instancier son modèle ou son mesh sans trop de difficultés. Mais il y a, on va dire que côté développeur des projets open source, enfin de tous ces modules-là, on a en tête que ça marche pour tout le monde. Et du coup, on va aller mettre des update matrices qui ne seront pas nécessaires dans 90% des cas, pour être sûr que ça fonctionne pour n'importe qui met le composant. Et du coup, on peut se retrouver régulièrement avec des scènes qui vont être un petit peu plus lourdes et moins performantes que ce qu'aurait pu faire un développeur qui sait, dans son cas à lui, qu'est-ce qui a besoin d'être mis à jour ou pas, des choses comme ça. Mais ça peut permettre de créer des sites en 3D ou des expériences 3D relativement simples, sans trop de... avec très peu de connaissances Three.js. Et donc avec tout ça, il y a également la librairie React Treexa qui permet de, via alors j'ai oublié dans Three.js, mais il me semble qu'ils ont un petit peu l'équivalent qui permet de transformer une scène Three.js en scène WebXR avec leur petit bouton pour y rentrer, qui permet de créer des expériences VR, XR vraiment très simplement en ajoutant, d'habitude on a un canvas dans notre arbre React, on rajoute ce petit composant XR, ce dont on a besoin, est-ce qu'on veut supporter les mains, est-ce qu'on veut afficher les contrôleurs, et à l'intérieur on a
accès à ce qu'on appelle les hooks pour récupérer en temps à chaque frame la position du contrôleur. Je dois avoir sur cet exemple-là, je dis pas de bêtises. On peut récupérer donc en temps réel la position du contrôleur dans des fonctions assez simples. Voilà. Donc là, on a ce hook donc à chaque frame qui est l'équivalent du request animation frame de notre application. On demande le contrôleur droit et on peut récupérer sa position sur le quaternion pour mettre à jour la raquette qu'on voyait dans le petit livre juste avant. Et ça permet de faire des trucs vraiment très simples où, par exemple, j'avais fait une mini expérience dans le château de Mario 64 pour les vieux qui connaissent. C'était vraiment très simple. C'est-à-dire, j'avais l'expérience qui fonctionnait en 3D avec un contrôleur, un gamepad et c'est tout. Et il a suffi de rajouter le contexte XR que je montrais juste avant. 2-3 hooks pour dire la caméra, la caméra VR, je veux qu'elle soit à telle position et qu'elle suive tel machin. Et le reste fonctionnait tout seul. Après, c'est une histoire d'optimisation de la scène pour que ça tourne sur le casque Oculus Quest. Mais ça m'a enlevé vraiment tout le besoin de connaître. Pareil, j'avais fait avec Mario, mais je n'ai pas la vidéo en VR, Mario Kart. Et ça permet d'enlever tout on va dire, beaucoup de connaissances WebXR qui auraient pu être nécessaires pour s'en servir la première fois et qui peut être un peu décourageant quand on démarre. Sinon, à propos de du coup, la communauté Palm Dress, ils ont un Discord pour justement quand on commence avec React Fiber, React et toutes les librairies qu'ils ont, où on peut venir poser ses questions. Il y a très régulièrement des gens qui répondent. Selon les questions, on fait de notre mieux. Sinon, on peut demander à créer des issues sur GitHub ou de créer un petit bout de code qu'on puisse regarder, mais on est quand même très actif. Et ça permet, et tout le monde peut venir faire ses suggestions de ce dont ils ont besoin. Et donc, comme ça, on peut créer des composants sur Drake qui sont disponibles pour tout le monde ou faire des bug fixes, choses comme ça. C'est vraiment très bonne communauté, je pense, quand on apprend Three.js, en particulier React Fiber. Et ils ont un autre outil que je trouve vraiment très, très utile, c'est celui-ci. Donc en gros, on a un modèle qu'on veut importer dans notre scène React Fiber. Voilà, j'ai un modèle de serveur laser. On drag and drop ici, et ça nous génère le code JSX qui va nous permettre de l'importer dans notre scène. Et ensuite, on a vraiment juste à aller copier-coller ça dans notre application React. Et ensuite ajuster pour les positions, les choses comme ça, mais on a un code tout prêt qui permet d'emmener ces GLB facilement, de les prévisualiser, de les tester. Là, après, comme je dis, ils ont beaucoup de librairies. C'est plus ou moins maintenu selon les librairies, à quel point elles sont populaires. Par exemple, j'en avais fait une il y a 2 ans qui permettait d'avoir de l'accessibilité. Alors pour le coup, en WebXR, pas du tout. J'avais rien, je sais même pas s'il y a un standard dessus. Mais on va dire, il y a tout un écosystème qui peut être très pratique, où là, par exemple, c'était quelque chose qui permettait au lecteur d'écran d'accéder, enfin pas d'accéder au point de passe, mais de simuler et de donner dans le cas de cette démo, ce triangle c'est un bouton, et du coup le lecteur d'écran de quelqu'un qui utilise comment ça s'appelle, Talkback ou VoiceOver sur son téléphone ou sur son PC Mac, d'avoir une description de ce qui est affiché dans le contexte 3D et de plus ou moins utiliser une application 3D, ce qui de base n'est pas faisable. Enfin,
là où dans l'HTML, c'était fait de manière complètement automatique. Dans le Canvas, un lecteur d'écran n'a absolument aucune idée de ce qui est affiché. Donc, attention, il y a énormément de sites, ce qui n'est pas souvent le cas, qui dépendent du Canvas, qui deviennent complètement inaccessibles. Mais par exemple, ça, on le maintient très peu parce qu'il n'y a pas encore un grand besoin ou de grande demande. Voilà. Est-ce qu'il y a une question sur Electrifiber, Three.js, des choses comme ça? Ok. Bah, tant qu'à faire, oui. Ouais, c'est très intéressant. En termes de performance, tu as dit qu'il y avait des limites par rapport à ce que tu peux faire, ou est-ce que c'est quelque chose de réparti partout, enfin générique, ou est-ce qu'il y a des optimisations qui sont faites ou que tu peux faire au sein de React Fiber? Il y a des optimisations qu'on peut faire. Par exemple, ça, c'est un projet sur lequel je travaille actuellement, où on a énormément de personnages et tout est en React Fiber. C'est juste qu'on va aller mettre nos optimisations qu'on pourrait faire en Three.js, aller désactiver des updates de matrice là où c'est pas nécessaire, aller désactiver des mises à jour de components au lieu de les faire à chaque frame, on les fait moins souvent, des choses comme ça. Pareil sur des projets comme ça. Donc en gros, c'est exactement la même limite que Three.js. Et ensuite, pour aller plus loin que ce que peut faire Three.js, ça, en tant que développeur, c'est aller bidouiller un component, l'extend, des machins comme ça. Mais il n'y a pas de limite. C'est juste que, on va dire, quelqu'un qui ne va pas aller chercher plus loin parce que justement il débute et il se contente d'utiliser les components tels qu'ils sont créés, aura une espèce de limite en performance plus nette que Three.js. Et encore, ça dépendra des cas. Parce que il y a la surcouche React de base et qui, en fonction de comment elle est utilisée, peut rajouter du temps de calcul non nécessaire sur le CPU ou même nous, dans les components qu'on a créés, c'est des choses très... on update plein de trucs à chaque frame, juste histoire d'être sûr qu'on gère tous les cas, parce qu'au fur et à mesure, des gens qui disent j'ai utilisé tel component dans tel contexte, on dit ah oui, s'il y a un parent qui a une transformation, machin, etc., on est obligé d'update une matrice à chaque frame, et c'est ce qu'on fait. Donc, le component va devenir plus lourd que ce qu'il aurait été de base, mais c'est un côté, il faut que ça fonctionne pour tout le monde, et donc on va dire c'est un défaut qu'il faut faire avec. Mais il n'y a pas de limite dans l'absolu, pas plus que Three.js du tout. La bonne soirée, Pierre-Henri. Et autre question, par rapport à la connectivité avec React, du coup, c'est le même hook que React, c'est ça? Absolument. Tous les... Qu'est-ce que j'en ai ici? Oui, useState, useRef, enfin tous les... C'est vraiment... Alors, par exemple, personnellement, je ne faisais pas de React avant React Fiber, mais tout ce que j'en ai vu, c'est exactement la même syntaxe de React, à part que dans un canvas au lieu d'être dans du DOM. Mais c'est vraiment exactement du React. Et c'est ensuite c'est le. Alors là sur l'aspect de React, je suis un peu moins. Je sais plus comment il s'appelle, le renderer React ou quelque chose comme ça, qui en gros quand il reçoit ces components Three.js qui sont vraiment natifs, tous ceux de Three.js qui existent, il les intègre dans la scène Three.js, mais c'est vraiment tout pareil que React. C'est React. Il y a vraiment... Petite question du coup. La réactivité React, elle n'est pas gérée par la même boucle d'animation que les animations classiques en WebXR. C'est géré comment? Il y a un hook sur les hooks pour intercepter ça? Je suis pas certain de la question, parce qu'en gros, il y a un hook, par exemple, dans React Fiber qui s'appelle UseFrame, qui est qui est appelé à chaque animation frame. Et on peut y mettre tous nos updates de matrice. Ok, donc tout vient dans UseFrame. UseFrame. C'est séparé.
les updates de React parce qu'on a changé un state, qu'on a mis à jour un store qui est partagé, des choses comme ça, c'est géré ailleurs par React et du coup d'une manière qui n'est pas du tout liée en effet à la boucle d'animation. Ouais, donc ça serait gênant de modifier par exemple les positions sans utiliser useFrame mais avec un state classique. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait si on veut un peu de perf. Exactement. Ok. Ouais. Exactement. Bon, c'est facilement extensible, je présume. Les composants, on peut. Ah oui, alors ça dépend comment on l'entend. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des manières de faire que je ne sais pas, mais pour le coup, il y a des components de Dre, par exemple celui des instances. Dans nos projets à nous, on le clone et on enlève à l'intérieur tout ce qui n'est pas nécessaire pour nous. Ce qui serait peut-être plus compliqué à faire sans le. Mais je pense que sans le recréer, je ne suis pas sûr de comment. Ouais, je présume qu'il n'y a pas d'héritage de composants. Mais ça, c'est classique dans ces frameworks réactifs. Il n'y a souvent pas l'héritage de composants. D'ailleurs, c'est souvent un manque que je ressens en tant que développeur, de pouvoir hériter d'un composant et de le spécialiser. Et puis, effectivement, je fais un peu comme tu viens de dire, c'est-à-dire je prends le code et j'agrègue. Ouais. Il y a un ECS spécifique ou pas? Ou tu peux choisir plusieurs ECS? Pour moi, tu peux choisir sur ECS. Alors, pareil, c'est un truc que je ECS, tu parles de tous les, les syntaxes selon les versions. En fait, ça dépend de la performance que tu veux. Il y a des Entity Component System qui sont plus performants, mais parfois ils vont être un peu plus verbeux à utiliser. Voilà, je crois que ça n'a pas l'air lié parce que c'est une couche qui vient par-dessus le CS. Et là, comme c'est directement implémenté à React, je pense que ça me paraît difficile de rajouter un ECS par-dessus. C'est vrai. Ok. Et du coup, pour l'accessibilité, tu as montré un component, ça marcherait avec du contenu dynamique qui peut être affiché sur un site web? Complètement. Alors, j'ai vu une démo, mais quand je clique dessus, c'est devenu une image. En gros, si l'accessibilité de base est basée sur l'HTML dans le web et les scènes 3D, comme je disais, elles sont dans le canvas et le canvas n'a aucune information d'accessible pour les lecteurs d'écran, à date en tout cas. Du coup, pour y pallier, donc, voilà. Là, par exemple, j'utilise Tab pour passer d'un bouton des éléments actifs de la page à l'autre. Et quand j'ai un bouton qui devient focus, il y a un event qui est trigger qui me permet de changer le design de mon mesh. Là, par exemple, je le passe en rose. Et ensuite, ça, de mémoire, c'est un bouton. Si j'appuie sur la barre espace, ça l'active, ça désactive. Et du coup, ta scène devient interactive de la même manière que l'aurait été un site HTML en utilisant de l'HTML. Alors, visiblement, je remets parce qu'ils sont censés... le DOM qui est placé au-dessus pour les lecteurs d'écran. C'est être attrapable. Et le DOM, il bouge dynamiquement en fonction de ta caméra? Oui, complètement. Alors, bon, là, c'est une set fixe et en plus, comme je dis, là, visiblement, c'est pété. La preuve que c'est plus très maintenu. Mais donc, en gros, on va dire là, par exemple, c'est tout ce qui a été généré avec le code qui est dedans. Alors, je peux ouvrir la sandbox. Si jamais on dit que tel élément, il doit être interactif. Alors, comment j'ai fait? Hop. Use et voilà, vous pouvez envelopper ces meshes dans des components d'accessibilité où on disait c'est quoi? Est-ce que c'est un bouton? Est-ce que c'est une description? C'est un texte? Quelque chose comme ça. Et là, ils ont l'air bien placés. Et donc, ça vient placer. Alors, dès que j'ouvre. Ça vient placer un bouton. Là où je passe ma souris, c'est pour ça qu'on a le curseur en. Il y a
quoique je dis une connerie, ça doit être un recast qu'on a fait. En gros, ça place un bouton par-dessus, comme ça, si on utilise le clavier, ça permet de le sélectionner et d'interagir avec, comme si c'était de l'HTML, parce que c'est de l'HTML, et ensuite on le place par rapport à la caméra avec je sais plus, une projection, je ne sais plus comment appeler ça. Mais donc oui, ça suit la caméra et c'est toujours bien placé. Ça marche aussi pour le texte? J'avais commencé un truc pour le texte avec comment il s'appelle, Troika Text, mais il me semble que ça a jamais on n'a jamais fini la PR, où il y avait tout un... C'était vraiment cool en plus. Ça, c'est les frames. Mais du genre l'accessibilité, est-ce Ah que oui. ça te donne aussi accès au contenu textuel? Oui, mais alors justement, je voulais le montrer, mais c'est bien Troika Text, c'est juste qu'il a plusieurs repos, je sais plus comment. Ah, c'est logique. Bon, j'ai plus la PR. Où en gros, on pouvait sélectionner le texte 3D avec le curseur. Donc, il avait fait un truc de recast qui simulait le texte sélection classique quand on fait comme ça. On avait fait aussi en sorte que quand on utilise la traduction intégrée du navigateur, bon, je l'avais testé qu'avec Chrome pour le coup, ça mettait à jour le texte 3D, comme quand on traduit sa page. Et on pouvait copier le texte 3D sélectionné. Donc tout ça à chaque fois alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros on avait un bloc de texte P dans lequel on simulait la sélection qui se passait en 3D et par exemple de la traduction, Chrome allait mettre à jour ce bloc de texte et on reflétait le changement sur dans l'environnement 3D. Mais donc oui, on avait un proto qui fonctionnait, en tout cas sur certains cas, et j'imagine qu'il ne fonctionnait pas dans d'autres ou qu'il allait ajouter trop de travail à Logic sur son repo. Et donc, il me semble que ça n'a jamais été perdu. La raison pour laquelle ça m'intéresse, parce que je suis en train de bosser sur un moteur de recherche d'indexer les sites immersifs, et le fait d'avoir une solution d'accessibilité comme ça peut être vraiment, vraiment bénéfique pour pouvoir analyser le contenu. Ouais. Complètement. Ce qui serait encore mieux, c'est que ce soit natif, parce que nous, on essaie de patcher ça en utilisant l'HTML. Mais il faudrait quelque chose qui est ouais, c'est complètement hack, et du coup, c'est pas l'idéal. Mais ça va finir par arriver, je pense, ce gros besoin d'accessibilité si les sites 3D continuent à se multiplier, des choses comme ça. Ouais. Carrément. Arthur, tu peux aussi regarder du côté de GPT-4 qui a une analyse d'image en entrée aussi. Hein. Donc, qui est déjà utilisé d'ailleurs pour les... Ouais, c'est super gourmand, mais tu peux le faire en statique, vu que toi, tu indexes. Ouais. C'est-à-dire que tu peux charger la scène, faire une image, envoyer, et ça te retourne un descriptif texte de la scène 3D. C'est assez intéressant. Ouais. Pour l'indexation, hein. Donc c'est clair qu'en live, ça ne marche pas. Mais si tu le fais en amont, site après site, tu t'en fous si ça prend 1 minute. Donc, c'est une possibilité. Je pense que pour moi, l'idéal, ce sera de remonter le Sentry et de le décortiquer N3 programmatiquement. Ça nous donnera peut-être plus d'informations sur ce qui n'est pas forcément dans le champ de la vidéo et de la caméra dès que tu bien sûr. Mais ouais, c'est au cas où, un sujet très compliqué. Ouais. C'est un sujet très compliqué. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je présume qu'il n'y a pas la même chose pour Vue.js. Ah si, enfin, pas par nous, il y a quelqu'un qui l'avait fait il y a 1 an et quelques, ça s'appelait... Ça s'appelait 3, ouais, mais c'est plus maintenu. Oui, c'est ça. Bon, bah voilà. Il n'y a plus rien depuis. Tu as vu Babylon.js aussi pour la concurrence. Ouais. C'est pareil, Babylon, mais c'est peut-être même maintenu par Babylon. Ils avaient commencé à faire... Non, ça me dit quelque chose. Ok. Non, c'était un autre gars qui faisait ça. Ouais, 3, j'ai été regarder un peu là juste avant, justement, pour être, par curiosité, pour voir un peu
Mais il n'y a plus de mise à jour depuis 2 ans. Ouais, C'est intéressant. Ça fait beaucoup penser à A-Frame, mais beaucoup plus performant. Il y avait déjà un projet React A-Frame, mais il me semble que cette solution React Street Fiber est beaucoup plus streamline, on dirait. Ouais, je pense qu'ils sont arrivés, on va dire entre guillemets, les premiers, et ils ont la base utilisateur suffisante pour pouvoir maintenir l'essentiel, mais c'est vrai que c'est dur de maintenir une librairie comme ça s'il n'y a pas beaucoup de support derrière. Ouais. Non, ma préférence reste un petit peu pour A-Frame pour l'aspect vanilla du framework, enfin par rapport au web component. Donc ça, c'était assez précurseur dans A-Frame, c'est l'utilisation des web components. Et ces frameworks React et Vue.js que j'aime bien, que j'utilise tous les jours, que je trouve un peu dommage que ça soit finalement pas du natif en utilisant le web component. Ils ont recréé le web component en l'encapsulant dans leur techno, mais finalement, on avait déjà ça. Mais je comprends tout à fait le besoin c'est toujours comme ça, hein, pour ajouter beaucoup de choses très utiles dans ces frameworks. Mais c'est la petite touche que j'aime bien dans un frame, en tout cas, c'est qu'ils étaient restés assez bas niveau, on va dire, sur leur philosophie. Mais c'est clair que maintenant, ça peut dépasser. En train de transitionner, d'ailleurs, sur les web components. Alors, je sais pas, du coup, moi, je suis plus sur Vue.js, donc je connais pas trop les news React. Je sais pas où sont Je n'ai pas regardé la roadmap React. Donc, peut-être. J'en ai aucune idée non plus. Et j'ai vu un peu de. Pardon. J'ai vu aussi un peu de sous-gène dans tes presses là. Donc, le sous-gène, c'est fait en React Fiber, pas, non? Si, c'est du React Fiber. Ah, okay, d'accord. C'est 100% du React Fiber. Alors après, comme je disais, c'est les options. Dedans, on massacre tout pour garder que ce qui nous intéresse. Mais c'est 100% du code. Ok. J'étais presque sûr que c'était du vanilla sur du tri ou sur autre chose. Ouais. Ok, cool. Non, alors on a un renderer un peu custom, mais c'est vraiment quasiment TriJS avec, encore une fois, en enlevant les pipelines qui nous gênent ou des choses comme ça, histoire de gratter un petit peu là où on peut. Et on a notre propre moteur physique, pour le coup, là, vraiment vanilla à nous, etc. Mais sinon, c'est vraiment du React Fiber qu'on customise à notre sauce. Par contre, vous gérez le LOD. Le React Fiber, il gère le LOD aussi? Il me semble qu'ils ont un truc pour. Je me souviens plus comment on le gère de notre côté. Ça va être côté render. J'aurais peur de dire une connerie, mais. Bon. Ouais. Je vais aller fouiller. Ouais. Merci. Utilisation existante. Sous-gène d'ailleurs, qui est assez bluffant. Si jamais vous ne connaissez pas, il faut aller voir. C'est ce site-là? Ouais. Enfin, là, c'est alpha.suggen.co, c'est ça. Et mets-le dans le chat Discord. Enfin, le chat de Mozilla. Yes. Chat. Tac. Merci. On est aussi en train de travailler sur une deuxième expérience qui sera un petit peu dans le même style, mais qu'on n'a pas encore lancé, où on espère avoir des performances encore plus impressionnantes que Sugen. C'est pas mal du tout. Et au Japon, il y a beaucoup de demandes pour ce genre d'expérience-là? Oui et non. Je ne suis pas sûr d'avoir les connaissances pour comparer par rapport à d'autres. Il y a beaucoup en ce moment, on va dire, de la communauté 3D, une bonne partie, et se trouve au Japon. Et du coup, après, d'un point de vue utilisateur, si peut-être sur là où, par exemple, il y a plus que les autres, c'est les live concerts avec des VTubers, des choses comme ça. En Asie du Sud-Est, c'est beaucoup plus commun, je pense, qu'en Europe et en Amérique, d'avoir
bon, les VTubers, je ne sais pas si tout le monde voit un peu. Des stars virtuelles. Souvent en VRM, qui font des concerts devant X personnes, des choses comme ça. Bon, en général, c'est sur YouTube, mais il commence à y avoir des plateformes qui font des events en 3D. C'est pas encore très avancé, mais c'est potentiellement quelque chose qu'on pourrait faire. Ça, en tout cas, ça, pour le coup, au Japon, il y a un peu de demande, quoi. Il y a un marché. Ok. Ouais, c'est quelque chose qu'on voit peut-être un peu moins en Europe et aux États-Unis. Mais il faut que ça se développe. Ça développe. Ouais. Avec le support VRM, il y aura peut-être de plus en plus d'expérience et ça pourra avancer. Enfin, mais D'ailleurs, il y a le support VRM sur React.js. Ou c'est un truc qu'il faut faire soi-même. Non, c'est un truc qu'il faut faire soi-même. Il y a quelqu'un qui avait commencé à travailler sur un caractère contrôleur pour plus ou moins mettre ton GLB humanoïde et le faire se déplacer, ce genre de choses. Mais vu que c'est pas mal lié à la physique et des choses comme ça, pour l'instant, ça n'a pas été lancé. Mais, non, du coup, nous, par exemple, on a dû le faire nous-mêmes. Après, il y a une librairie Three.js, enfin, c'est pas fait par Three.js, mais qui s'appelle Pixiv. Ouais, c'est ça. Pixiv, qui est pas mal. Après, les pairs, ça dépend vraiment du VRM. C'est quand même assez lourd, certains VRM. Ouais. Donc, Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Non, c'était très complet. Encore une fois, je manque de recul et de connaissances pour bien tout appréhender. Donc, j'ai pris des notes. Je vais garder les URL, je vais me renseigner. Prochain meet-up, j'essaierai d'avoir des questions. Si vous connaissez d'autres personnes qui sont intéressées par votre immersif, faites-les venir. Ouais, j'ai quelques collègues qui pourraient être intéressés par ça. Là, c'est un manque de dispo ce soir, mais je vais leur rappeler l'adresse de Discord et puis je te serai démotivé pour passer la prochaine fois. Pas de soucis. Merci. Merci à toi, Alaric, de nous avoir rejoints. Je sais qu'il est super tôt. Ouais, 6 heures, ça pique un peu, mais. Je suis vraiment désolé. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi. Et vous savez quoi? On est dans les temps, c'est parfait. Waouh. Écoutez, merci encore à vous d'être venus. Je vais couper l'enregistrement. Au revoir YouTube.